Finalement, on vient de parler des enjeux de civilisation, enjeux d'économie, enjeux de consommation, avec des approches risques et opportunités, finalement, en finissant par des orientations optimisme dans le changement. J'ai noté d'ailleurs le principal indicateur de bonheur. Je pense que même d'un point de vue personnel, il faut se l'appliquer, parce qu'on a souvent tendance à l'oublier. Et avec justement ces orientations d'enjeux, de risques et opportunités, si on refait un lien un petit peu avec nous, avec nos métiers, avec l'approche qualité, sécurité, environnement, on peut aussi continuer à se poser des questions sur la perspective de justement la qualité de demain. Et pour ça, je vais demander à Karine Georges de venir nous présenter l'étude internationale d'AFNOR sur la qualité de demain et sur ses orientations. Merci Karine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici parmi vous pour vous parler donc de cette étude que nous avons réalisée jusqu'à courant 2023. Donc qui est internationale, une étude dans 37 pays auprès de 1300 décideurs qualité. Alors, dans un premier temps, nous avons défriché un peu le terrain pour comprendre la qualité qui ne dit pas son nom. Donc, je vais vous en parler juste après. Ensuite, on a été creuser et faire des interviews auprès des professionnels qualité matures sur les sujets pour comprendre quelle était leur vision de la qualité demain. Et puis, enfin, on vous a interrogé, vous, décideurs, responsables et directeurs qualité, pour comprendre comment vous voyez ces mouvements et quels sont les réalités aujourd'hui de votre thématique. Alors, d'abord, je vais vous parler de la qualité sous les radars, celle qui ne dit pas son nom. Là, on a emprunté une technique aux sciences humaines et sociales pour faire cette partie-là, de l'ethnographie digitale. On s'est positionné en quelque sorte en voyeur et on a essayé de voir ce qui se disait sur la toile en français, en anglais et en allemand au sujet de la qualité et de tous ces sujets connexes. Alors, on a 4 grands imaginaires qui sont fondés sur des discussions spontanées de professionnels. On a vraiment ce sujet de professionnels qui ressort, qui peut être très sectoriel également. On parle de qualité dans le milieu de la santé, ça ne va pas être forcément la même chose que dans le milieu d'agroalimentaire ou dans l'industrie. On va avoir différents angles d'attaque. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a 4 grands imaginaires qui sont communs à tous ces secteurs, que sont la culture qualité, la garantie qualité, les valeurs qualité et les perceptions qualité. Ces imaginaires vont de B2B à B2C. Alors d'abord, on est dans une culture qualité. Tout se passe d'abord au sein d'une organisation avec des femmes et des hommes qui œuvrent pour la satisfaction client. La satisfaction client, finalement, c'est l'objet communautaire de l'organisation, de l'entreprise vers laquelle on veut aller. Et la culture qualité n'est pas décorrélée d'une culture d'entreprise. Évidemment, elle fonctionne avec la culture d'entreprise, elle sert aussi des valeurs et aussi un sens et aussi cet objectif final qui est la satisfaction du client. Cette culture qualité sous-tend 3 points. Le premier point, c'est qu'on est à la recherche permanente d'excellence. Et cette excellence, pour y arriver, on va mettre en place un certain nombre d'indicateurs de performance. Ça va être quasiment comme un dogme où on va, et c'est ce qu'on voit en tout cas quand on creuse ces discussions sur le web, avoir un certain nombre d'indicateurs très formalisés qui vont contraindre quelque part toute une organisation. Ensuite, le deuxième point, c'est que dans notre organisation, on est à la recherche d'efficacité pour viser cette excellence. On est à la recherche d'efficacité, on vise bien souvent le zéro défaut, on vise cette satisfaction client. Et pour ce faire, on va chercher à prévenir les défaillances humaines. Ce qui se débat sur la toile à ce moment-là, c'est l'hégémonie de cette automatisation avec beaucoup d'utilisation d'intelligence artificielle, de machine learning par exemple.
Et ça va venir poser la question de quelle est la place de l'humain par rapport à la machine, comment finalement l'humain retrouve une place, puisque la machine est là pour prévenir les défaillances humaines, et inversement, l'humain est aussi là pour prévenir les défaillances de la machine. Donc dans cette culture qualité, il y a ce volet automatisation qui est très fort. Et enfin, le dernier point dans la culture qualité, c'est qu'il y a un nécessaire rapprochement entre la qualité et le leadership. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les organisations, pour être ne serait-ce que pérennes, s'attachent à innover. Pour être responsables aussi, s'attachent à innover. Et ça suppose un certain nombre de transformations. Et ces transformations-là vont changer et bousculer des process. Et forcément, la direction qualité a son mot à dire quand il s'agit de process et a son rôle à jouer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il se débat beaucoup sur la toile au sujet de la qualité, de comment faire pour rapprocher une direction qualité de sa direction générale et comment finalement retrouver ou trouver cette valeur transformative de la qualité. Donc ça, c'est le premier imaginaire qui est vraiment très important. Le second est autour des garanties qualité. Là, l'idée, c'est vraiment de prouver qu'on fait un produit ou qu'on conçoit un service de qualité. Et pour ce faire, il y a deux points phares qui se débattent sur le net. La première chose, c'est cette profusion de data. On a de plus en plus de volume de data, mais tout l'enjeu est concentré autour de sa collecte, son traitement. Pour ce faire, il faut des compétences. Et ça, c'est souvent très compliqué finalement d'arriver à viser l'amélioration continue grâce à la data en l'utilisant au mieux. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est data, on me dit de me déplacer, donc je me remets derrière le pupitre. Tout ce qui est data, c'est vraiment de l'ordre d'un discours qui est plus un discours dans les imaginaires qu'une réalité finalement. On voit que le sujet n'est pas encore bien emparé et c'est un discours qui est plus de communication à ce stade. Ça manque de compétences encore. Le deuxième point autour de la garantie qualité, c'est tout ce qui va tourner autour de la technologie. Finalement, on se rend compte que devant la défiance des consommateurs, devant la défiance des clients, on met de plus en plus de technologie. Et la qualité est finalement assurée par la technologie elle-même. La technologie qui va être par exemple la blockchain où on va venir sécuriser et on va venir apporter beaucoup plus de traçabilité. Notre troisième imaginaire, et c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette séquence qui fait le lien entre qualité et RSE, ce sont les valeurs qualité. En fait, on veut attester de valeurs éthiques. Évidemment, l'organisation ne fonctionne pas dans un vase clos, mais est bien dans son monde, dans un monde qui se veut de plus en plus responsable et qui témoigne de ces valeurs-là. Et donc, l'organisation doit finalement, son engagement qui est entrepreneuriale doit fusionner avec un engagement qui est sociétal. Et donc pour ce faire, elle va afficher, elle va se montrer plus transparente, elle va essayer de regagner la confiance en montrant ce qu'elle fait, en disant comment elle procède. Et vous avez pour cela pas mal de discours autour de l'authenticité, du traditionnalisme, de l'identitaire qui va venir marquer finalement cette transparence. Et pour aller attester de ces valeurs éthiques, pour montrer qu'on est responsable, on va afficher de plus en plus de labels qui sont des initiatives le plus souvent privées volontaires et qui vont permettre finalement de témoigner d'une certaine qualité produit ou service. Donc la qualité passe par la RSE également et je pense qu'on l'a vu et on en a largement parlé. Et puis en bout de chaîne, les perceptions qualité, évidemment, comme je le disais en tout début sur la culture qualité, on a un client, on veut le satisfaire et aujourd'hui on se rend compte que ce qui est beaucoup échangé autour de la qualité sur le web quand on se penche côté client, c'est de l'expérientiel. On n'est plus sur de la méthode, on est maintenant sur de l'expérience et des indicateurs de performance vont être remplacés par des indicateurs de satisfaction avec des notations. Là encore, on va avoir, avec une sorte de plateformisation quelque part, un grand recours à tout ce qui va être plateforme online avec des systèmes de notation qui vont permettre d'afficher cette satisfaction. Ça va bien sûr amener le problème des fakes et évidemment des fausses notations.
Et puis, toutes les marketplaces aujourd'hui ont leur propre système de notation en place. Donc vous voyez autour de ces 4 grands imaginaires et de ce qu'on peut analyser sur le web en français, en anglais et en allemand, on peut constater qu'il y a un point crucial qui est l'idéal technologique, avec souvent une croyance qui est sans maîtrise, c'est-à-dire que on s'appuie sur la technologie pour rassurer, pour donner confiance, mais on ne maîtrise pas toujours tous les tenants et les aboutissants et on ne maîtrise pas toujours la forme que ça va prendre. Et puis, il y a également cette notion de responsabilité qui amène à désiloter en fait la qualité et la RSE. Donc ça, c'est ce qu'on peut repérer quand on regarde la qualité qui ne dit pas son nom et la qualité qui est débattue sur le web. Si maintenant on va... Ça fait beaucoup plus fort, je m'excuse pour vos oreilles. Si maintenant on regarde ce que nous disent les directions qualité et ce qu'elles partagent sur les mouvements de leur métier. Déjà, un petit point sur le contexte dans lequel la qualité évolue. On a au niveau des objectifs prioritaires des organisations, puisque comme je vous le disais tout à l'heure dans la culture qualité, forcément la culture qualité n'est pas déconnectée et décorrélée d'une culture d'organisation. Donc il est intéressant de voir finalement quels sont les objectifs prioritaires des organisations. Ce qu'on peut noter, c'est qu'au-delà des objectifs assez traditionnels, conquérir des nouveaux marchés, viser l'excellence de service ou fidéliser les usagers, on voit qu'à hauteur de 20%, les organisations de notre panel international parlent d'améliorer l'impact sociétal de leur activité. Donc on est vraiment dans des enjeux qui sont forts et si la culture qualité imprègne la culture d'entreprise, forcément ce sont des enjeux sur lesquels il faudra se pencher. La deuxième question qu'on a posée en étant globale, c'est de savoir si ces enjeux représentent un enjeu pour aujourd'hui ou pour demain. Ce qu'on peut constater dans les enjeux phares pour aujourd'hui, c'est qu'on est très sur l'approche centrée client-utilisateur à aujourd'hui. Demain, on va être très centré sur l'environnement, la transition environnementale, on aurait pu mettre transition énergétique également, et puis sur la responsabilité sociétale des entreprises, et c'est encore plus vrai en France, où la France se démarque beaucoup à ce niveau-là et porte beaucoup ce discours, ainsi qu'en Allemagne également, où on parle beaucoup d'environnement et de RSE. Maintenant qu'on a vu les objectifs des organisations, quelle est la place finalement de la qualité dans tout ça et comment ça bouge ? Avant de savoir comment ça bouge, déjà, regardons un petit peu comment on la définit, la qualité. Et on ne va pas la définir de la même façon dans tous les pays. Ce qui est certain, c'est qu'en termes de base, dans tous les pays qu'on a interrogés, ce qui ressort, c'est que la définition de la qualité, c'est la qualité produit, un produit de qualité, et la satisfaction client. Ce sont les deux grands sujets qui reviennent et qui nous permettent de définir la qualité. Mais au-delà de ça, les pays ont une façon très différente de parler de la qualité. En France, on va avoir une approche qui est très globale, comme par exemple ce commentaire qui nous dit c'est la réponse aux exigences des parties intéressées tout en gérant les coûts, les investissements pour une efficacité de l'activité. Là où par exemple un homologue allemand va dire ça doit être robuste, de haute qualité, sans erreur, doit fonctionner de manière très stable. Donc vous voyez, on n'est pas tout à fait dans les mêmes logiques. Au Japon, et sans grande surprise, ça va être aller au-delà de ce que souhaite l'utilisateur. On va viser vraiment la surperformance. Alors que, par exemple, dans des pays comme en Inde ou au Mexique, mais en Inde, on le constate vraiment, on est déjà dans l'acceptation du produit. Donc, c'est vraiment pas du tout la même façon de parler de qualité, d'où je me situe et d'où je parle dans le monde et selon la culture dans laquelle je suis. Ce qu'on peut constater aussi, et du coup, c'est très lié, c'est que le sujet n'a pas la même dynamique selon les pays. Là où on est sur des définitions relativement simples, on peut voir qu'il y a des booms de ce sujet. Par exemple, au Mexique, on est sur une qualité qui est en forte évolution pour 84% des décideurs qualité de ce pays. Là où en Allemagne, on est sur 78% qui nous parlent de notions très stabilisées.
Et un petit regard pour la France qui considère seulement à hauteur de 27% la notion comme claire. Et tout simplement parce que vous l'avez vu tout à l'heure dans les définitions qui sont données, on ne s'attache pas à définir les mêmes choses. En France, on va avoir tout le process bien en tête. On va parler très systémique, là où dans d'autres pays, on va être très focus, très centré, satisfaction client ou acceptation du produit. Et est-ce que demain, d'autres territoires vont venir bousculer la qualité? Eh bien, oui, ça va être la digitalisation. On l'a vu sur la plongée ethnographique digitale, la digitalisation qui vient bousculer, mais aussi la RSE. Et c'est encore plus le cas en France, de 9%, c'était une question ouverte qu'on a recodée, de 9%, on passe à 21%. Comme nous le dit ce commentaire, la RSE, c'est le nouveau monde, mais ça commence déjà aujourd'hui. Et si on fait un focus entre qualité et RSE, qu'en disent les directions qualité? On pourrait se dire que les directions qualité se disent c'est pas de mon ressort, c'est du ressort de la direction RSE. Eh bien non, aujourd'hui déjà il y a une porosité entre les notions. La qualité est aujourd'hui plus déterminée qu'avant par les dimensions sociétales à hauteur de 66%. Et c'est encore plus vrai dans certains pays, comme en Allemagne par exemple, ou dans d'autres pays, mais aussi dans certains secteurs, comme en banque, assurance, immobilier, où on va avoir cette qualité qui est encore plus qu'avant déterminée par des dimensions sociétales. Et en miroir, est-ce que la qualité contribue à développer, à améliorer l'impact social des activités? Oui, pour 68% des décideurs qualité. Et c'est encore plus vrai, là encore, dans certains pays et dans certains secteurs, comme dans le BTP, par exemple. Et fait intéressant, c'est encore plus vrai auprès des jeunes générations. Donc on a toute cette lame de fond de nouveaux décideurs qualité qui nous disent que oui, la qualité va permettre d'améliorer l'impact sociétal de leurs activités. Et si on regarde maintenant, est-ce que la RSE est prise en compte dans les politiques qualité, on peut constater que pour 28%, c'est déjà le cas et c'est mature à ce stade. 44% ont engagé des actions et peuvent aller plus loin et 18% l'ont prévu. Donc on voit qu'il n'y a que 10% des décideurs qualité qui déclarent ne pas faire de lien entre leur politique qualité et leur politique RSE. Et par exemple, c'est un sujet qui est en gestation dans plusieurs pays. On voit par exemple au Japon ce commentaire qui nous dit oui, la qualité est challengée par l'opinion de la clientèle qui a des préoccupations qui sont environnementales et sociétales, mais qui ne se reflètent pas encore dans nos produits et dans nos services. Donc il y a encore une marche évidemment qui est assez importante. Là où par exemple en France, on a des décideurs qualité qui nous disent oui, nous dans notre direction qualité, on a embarqué tout le sujet de l'éco-conception par exemple. Ou un autre qui nous partage le fait que l'ISO 9001 devrait inclure les fondamentaux de la RSE pour être complètement au goût du jour. Et si on regarde, est-ce que la qualité, la RSE devient un critère qualité auprès des parties prenantes? Oui, on va mettre la RSE en avant et envers toutes les parties prenantes, comme vous pouvez le voir ici, avec quelques différences significatives selon les pays, mais globalement, on voit que c'est essentiel ou à minima important de mettre en avant les critères RSE comme gage de qualité finalement auprès de nos parties prenantes. Et qu'est-ce qu'on va mettre en avant? On va mettre en avant en premier l'économique et notamment les achats responsables. En deuxième, on va y mettre l'environnement et c'est surtout vrai pour la France où on va mettre l'environnement et puis des spécificités un peu plus locales où par exemple en Allemagne, on va mettre plus en avant tout ce qui est territorial. Donc, en synthèse, ce qu'on constate dans notre étude internationale, dont je vous ai présenté ici que les points clés, le premier point, c'est que la culture qualité d'une entreprise vient à être challengée par le tout techno et l'idéal technologique. L'idéal technologique qui est, comme je vous le disais et je vous l'explicitais tout à l'heure, une croyance qui est à ce stade sans maîtrise. Et donc, ça vient poser la question de la place de l'humain par rapport à la machine et ça vient questionner ces points-là.
La deuxième chose, c'est le fait que les silos se cassent entre qualité et RSE. On ne dit pas que dans les grosses entreprises, la qualité va piloter l'ensemble de la RSE, mais en tout cas, dans tous les cas, il faudra des liens très forts entre les deux sujets, puisque, in fine, on a bien un client qui est aussi un citoyen, qui est aussi un usager, qui vit dans ce monde-là et qui attend, en fait, pour expérimenter des choses, qui attend des organisations qu'elles se montrent plus responsables. Pour la suite, nous allons travailler et nous focaliser sur la culture qualité. Si vous souhaitez faire partie des travaux, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Merci Karine. Non, c'est bon, ça ira. Oui, merci. Bonjour. J'ai envie de poser cette question, la différence entre la qualité et un processus qualité en tant que tel, et le lien et ou la faisabilité de l'expérimentation RSE et ou développement durable. Est-ce que c'est compatible ? Alors, visiblement, en tout cas, d'après ce qu'on constate au niveau des résultats, les décideurs qualité nous disent qu'ils prennent en compte ce sujet et qu'ils font les liens sur ce sujet. On peut même voir que 28% ont complètement adopté ce sujet dans leur politique qualité. Donc, il y a une certaine maturité pour certains. Je pense que les témoignages que vous allez avoir ensuite vous parleront plus de la pratique et du concret, de comment faire ce lien entre qualité et RSE. Juste pour faire un lien, mais à la fois un tout petit focus de quelques minutes sur ce qui vient d'être dit, et pour être en lien aussi avec nos fameux socles, dont le socle qualité. L'ISO 9001 est entré en révision, vous l'avez certainement entendu. Dans le calendrier actuel, l'idée est une sortie à décembre 2025, début 2026. Un cahier des charges a été élaboré en lien avec différentes commissions et des souhaits de révision à l'intérieur de ce cahier des charges. Ce cahier des charges, aujourd'hui, met en avant au moins 3 orientations. La première, c'est la fameuse déclaration de Londres de la normalisation, de l'ISO, en fait, la déclaration de Londres de septembre 2021, qui aujourd'hui fait le lien avec les objectifs de développement durable. Autrement dit, dans les normes de système de management, cette déclaration crée, ou du moins crée la possibilité, l'opportunité d'inclure dans la structure HS, on ne dit plus HLS, hein, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, les niveaux de structuration des normes ISO, on va inclure le changement climatique à l'intérieur de la structure HS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra certainement se poser la question de l'impact que nos activités peuvent avoir sur le changement climatique. Est-ce que ça sera une note? Est-ce que ça sera une recommandation? Est-ce que ça sera une exigence? Nous n'en sommes pas encore là. Les travaux ont commencé. L'autre point, et c'est une demande aussi dans ce cahier des charges, c'est de réfléchir à l'introduction de la résilience, de la durabilité et de l'approvisionnement collaboratif. Donc là aussi, ça peut soumettre des orientations peut-être dans les enjeux, mais aussi dans les pratiques opérationnelles, et certainement aussi se poser la question des achats. Le troisième point, c'est l'orientation et la prise en compte des nouvelles pratiques et nouvelles technologies. Et c'est pour ça que ça fait le lien avec l'enquête qui finalement nous a orientés sur la qualité avec la RSE et la qualité avec le digital et numérique. Le dernier point, c'est que le fameux socle de satisfaction client et d'orientation avec une structure par processus sera un socle important. Les travaux ont commencé. Il y aura une réunion bientôt à Londres qui va enclencher les réflexions et les avis de l'ensemble des pays y participants.
Et donc, nous vous donnerons le plus d'éléments possible au fur et à mesure de l'avancée de ces travaux. Voilà, c'était juste le petit point lié à la révision de la norme. Et l'autre point, c'était aussi la participation à l'EOQ, le Congrès Qualité européen, auquel nous avons participé, puisqu'il y avait une question dans l'Assemblée tout à l'heure par rapport à la vision de la Chine. Il faut savoir que les présentations chinoises et indiennes qui ont été faites lors de ce congrès ont mis autant en avant la durabilité que la culture qualité. Et donc chez eux, ce sont des mots qui ont été répétés je ne sais combien de fois. Ça veut bien dire qu'effectivement, ils prennent un angle. L'idée de se dire que la Chine est en retard, c'était peut-être vrai il y a quelques années. Je pense qu'il faut moins se la dire maintenant, parce qu'ils prennent des angles très intéressants. Et aujourd'hui, finalement, ce côté durabilité, on le retrouve dans beaucoup d'organisations et de systèmes qui veulent transformer son organisation. On va passer maintenant justement à se dire, eh ben, finalement, quand on a des systèmes de management dans l'entreprise, et qu'on appelle système de management intégré avec les éléments qui le démontrent, comment aussi on fait le lien avec la responsabilité sociétale, quels outils on utilise, comment concrètement on met en place ces éléments. Et pour ça, je vais demander à Mélodie Miranda et Arnaud, eh ben j'ai perdu le nom, dis donc, de Réseau Gaz de France. Excusez-moi Arnaud, en tant que témoin et en même temps avec votre retour d'expérience pour ce point. Je vous remercie beaucoup. Ça marche, ça marche. Bonjour, est-ce qu'on ne s'était pas vu? Bonjour à toutes et tous. Donc Mélodie Miranda, moi je travaille pour le département RSE du groupe AFNOR. Et on travaille de plus en plus justement sur les liens entre RSE et QSE. Et donc l'objectif c'est de vous faire un petit panorama de tout ça. Et je suis accompagnée de... Arnaud Béliard, donc je suis chargé de mission RSE au sein de la société Régaz Bordeaux et que je présenterai un petit peu par la suite. Donc on se doute que vous avez envie de faire une pause, donc on va essayer d'être bref, concis et catchy. Donc ça a été beaucoup dit en introduction, la RSE c'est devenu un passage obligatoire entre 1950 et aujourd'hui. Il y a des grands chiffres qui ont déjà été donnés en intro, mais je vais les rappeler parce qu'ils sont assez symboliques. On a une population mondiale qui a été multipliée par 3, on a parlé de démographie ce matin. On a une consommation d'énergie qui a été multipliée par 5 et une consommation d'eau douce qui a été multipliée par 4. On a également le jour du dépassement de la Terre qui est calculé chaque année, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Le fameux jour du dépassement de la Terre, une date assez médiatisée qui est calculée par une ONG qui s'appelle le Global Footprint Network et qui chaque année calcule le jour à partir duquel l'humanité entière a consommé plus que ce que la Terre, la planète, est en capacité de produire. Et ce qui est intéressant de noter avec ce jour du dépassement de la Terre, parce qu'il est assez révélateur de nos modes de consommation et de production qui sont plus vraiment pérennes, c'est que chaque année, ce jour s'avance dans le calendrier. C'est-à-dire que chaque année, on exerce un petit peu plus de pression que ce qu'on devrait sur la planète. Et il y a juste une année où on a laissé un petit peu plus de répit à la planète. Est-ce que vous sauriez identifier quelle année et pourquoi? Covid. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Confinement de plus de 3 milliards d'habitants pendant 3 mois. Et on se doute bien que c'est pas quelque chose, c'est pas une petite mesure qu'on peut renouveler chaque année. Donc du coup, il faut pouvoir consommer et produire différemment. Et la RSE peut apparaître comme une solution alternative pour ce faire. En parallèle de tout ça, désolé pour ce slide très chargé, mais j'aime bien le présenter parce qu'il permet de vraiment se rendre compte de la montée en puissance du sujet, de la prise en compte de la RSE dans toutes les sphères. Quand il y a 30-40 ans, c'était vraiment l'apanage des grands scientifiques, de quelques ONG, de quelques experts. C'est aujourd'hui l'affaire de toutes et tous, y compris au niveau politique, au niveau étatique, au niveau entrepreneurial également. Et on a
en parallèle de cette prise de connaissance plus évangélisée, plus large, on a aussi une précision du concept. La RSE, autrefois, on en parlait peu. Le développement durable, c'était conceptuel. Et plus les années ont passé, plus on a développé des normes, des outils, des référentiels, des guides pour vraiment pragmatiser le concept de RSE, opérationnaliser le concept du développement durable et le déployer dans ses pratiques en tant qu'entreprise au quotidien. En parallèle de tout ça, vous êtes les premiers, je pense, concernés à le savoir, on a une réglementation qui s'intensifie sur des sujets très connexes à celui de la RSE, avec une réglementation à venir. Vous avez peut-être entendu parler de la directive CSRD, Corporate Social Responsibility Directive, qui va être transposée dans le droit français en théorie le 8 décembre et qui va venir faire évoluer l'obligation de DPF, déclaration de performance extra-financière, vers un rapport de durabilité. Ça vous parle? Si vous êtes une entreprise de plus de 250 salariés, vous allez être concerné par cette obligation annuelle de publier un rapport de durabilité. Et dans ce rapport de durabilité, on va demander des informations toujours plus abouties, compliquées, stratégiques en matière de RSE. D'ailleurs, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse que je vais refermer très vite sur ce sujet du rapport de durabilité. Il y a 3 grands textes autour du reporting RSE qu'il faut connaître et comprendre pour que vous puissiez avoir un panorama comme ça clair de ce qui vous attend en matière de reporting RSE. Le premier texte qu'il faut connaître, c'est ce règlement taxonomie. Taxonomie sur les activités vertes. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? C'est un petit mouet. C'est un plus grand oui? Non, c'est un grand non. Bon, le règlement taxonomie, c'est un règlement européen qui va venir lister une centaine de secteurs d'activité que l'Union européenne juge compatibles avec ses ambitions en matière de transition énergétique. Grosso modo, si vous n'êtes pas une entreprise qui œuvre dans une activité qui est listée parmi ces 100 activités-là, bah, vous allez potentiellement devoir ou être contraint à court terme, moyen terme, de vous poser des questions de type orientation de certaines activités, de type orientation de certains business, etc., puisque à terme, vous ne serez plus identifié comme un secteur d'activité en phase avec les aspirations de l'Union européenne en matière de transition. Et donc, les risques, ça peut être des pertes d'investissement, ça peut être des pertes de parts de marché, etc., etc. Donc ce règlement taxonomie, il est important à comprendre et il va également exiger la publication d'un certain nombre d'informations dans votre rapport RSE si vous êtes par ailleurs assujetti à l'obligation, comme par exemple la publication de 3 indicateurs capitaux que les fonctions QSE suivent peut-être déjà, la part du chiffre d'affaires compatible avec la taxonomie, la part de l'OPEX compatible avec la taxonomie et la part du CAPEX compatible avec la taxonomie. À côté de ce règlement taxonomie, il y a une directive qui est importante à connaître, c'est la fameuse directive CSRD dont je vous parlais. Cette directive CSRD elle va remplacer la directive NFRD, qui obligeait les entreprises à publier une DPF, les entreprises de plus de 500 ETP. Et il y a également ce 3e texte qu'il faut connaître, qui est le règlement SFDR, pour Sustainable Finance Disclosure Regulation. Et ce règlement SFDR, il va, lui, être le pendant de la directive CSRD, mais pour les acteurs financiers. Parce que les acteurs financiers doivent également faire un reporting RSE dans une logique de finance responsable telle que promue par l'Union européenne. Donc en gros, selon le règlement SFDR, les acteurs financiers, les investisseurs institutionnels, privés, les banques, les assureurs, les mutuelles, etc., chaque année, les sociétés de gestion de portefeuille, chaque année dans leur rapport RSE, devront justifier de la manière dont leurs actifs sont placés dans des entreprises qui font de la RSE. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de critères ESG ? Les critères ESG, pour environnement, social et gouvernance, ce sont les critères qui sont suivis par les investisseurs qui font de l'ISR, investissement socialement responsable. Et les investisseurs qui font de l'ISR, investissement socialement responsable, vont aller investir dans des entreprises qui font des démarches RSE et ils vont évaluer la maturité des démarches RSE de ces entreprises-là, dans lesquelles ils vont investir, sur la base de critères ESG. Pourquoi l'Union européenne fait tout ça? Ce n'est pas pour emmerder les entreprises. A priori, on pourrait se dire c'est quand même contraignant. Mais non, l'objectif, c'est bien d'harmoniser le contenu de tous les rapports de durabilité des entreprises des États membres de l'Union européenne pour permettre aux investisseurs de pouvoir benchmarker sur des bases comparables. Ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Dans une logique d'accélérer ce mouvement de la finance responsable à l'échelle européenne. C'est OK ?
Une fois qu'on s'est dit tout ça, il existe des outils pour les entreprises pour faire de la RSE. L'outil normatif le plus connu, c'est l'ISO 26000. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'ISO 26000? Oui, oui, on veut faire la pause, mais oui. Oui, ok. L'ISO 26000, c'est l'unique norme internationale qui définit aujourd'hui ce que doit être la RSE pour toutes les entreprises qui se réclament être engagées dans une démarche RSE rigoureuse, exhaustive, transversale et robuste. L'ISO 26000 liste des questions centrales et des grands principes qu'il faut suivre pour ne pas faire de greenwashing. Sur la base de l'ISO 26000, plusieurs organismes certificateurs ont développé des labels qui sont délivrés à des entreprises et qui viennent distinguer une maturité de démarche RSE. Là, à l'écran, je vous ai mis pour exemple le référentiel du label engagé RSE d'AFNOR Certification, parce que vous êtes dans une convention AFNOR, qui reprend l'intégralité de la matière de l'ISO 26000, mais de manière un peu plus opérationnelle et pragmatique pour que ça prenne sens dans la tête des gens qui font les choses dans les entreprises. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'ISO 26000, on l'adore toutes et tous, mais parfois elle est un petit peu conceptuelle. Donc il faut la pragmatiser, et c'est l'objectif de certains référentiels de labellisation, dont le label engagé RSE. Et je vous présente ça parce que c'est également le support d'un outil qu'on appelle le Focus RSE pour les QSE, dont on va parler, et qui va certainement beaucoup vous intéresser, vous, en tant que responsable QSE. Je passe, voilà, bon, je passe. Je finis sur ce que je voulais dire en vous partageant certains constats qu'on a fait, parce que ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on labellise des entreprises engagées en RSE. Et la plupart des entreprises qui obtiennent le meilleur niveau de maturité en RSE, celles qu'on labellise et qui obtiennent les meilleures notes, sont 9 fois sur 10 des entreprises qui ont déjà un système de management QSE. Donc, que conclure de ce constat? Être engagé dans un système de management intégré QSE, c'est disposer d'un terreau fertile pour faire de la RSE. Pourquoi? Parce que quand on a fait de la QSE et qu'on a déployé un SMI, on s'est posé 60-70% des questions qu'il faut qu'on se pose en RSE. On a structuré des process, on a challengé sa stratégie, on a identifié ses risques, ses opportunités, on connaît les limites de son système, on connaît les enjeux de son métier, on connaît les enjeux de sa filière. Le petit step manquant, ça va être peut-être mener des actions d'ancrage local, des actions avec des enjeux sociaux, sociétaux, peut-être se poser un petit peu plus la question de tout ce qui va être SST, QVT. Mais bon, on fait quand même déjà beaucoup de choses. Et ce qui va manquer également un tout petit peu, ça va être de la coordination un petit peu macro sur toutes les actions QSE qui peuvent parfois, même si on est dans un SMI, toujours être pilotées de manière un petit peu silotée. Mais c'est quand même disposer d'un gros terreau fertile. Et donc pour ça, je pense qu'il est intéressant de maintenant donner la parole à Arnaud. J'adore donc mes transitions. Parce que en fait, dans l'entreprise Régaz Bordeaux, ils ont vraiment suivi un cheminement qui est celui par lequel cheminent toutes les entreprises aujourd'hui, enfin la plupart des entreprises qui sont QSE et qui font de la RSE à de bons niveaux de maturité. C'est-à-dire qu'on est parti d'un système souvent qualité, on a ensuite intégré le S, le E, parfois le EE, environnement énergie, et en plus et puis après on s'est dit bon, super, mais maintenant comment faire pour aller step beyond toward RSE? Et ben voilà. Alors, du coup, pardon. Régaz Bordeaux, donc acteur local de la stratégie bas carbone territoire. Je vais faire quand même une légère présentation très rapide, très bref, parce qu'en effet, la pause se mérite. Régaz Bordeaux, c'est une entreprise qui a presque 2 siècles maintenant. 1832, on a les premières interventions pour avoir donc le gaz de ville, en l'occurrence, qui était fabriqué à Bordeaux même. On ne l'extrait pas encore du sol à cette époque-là. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, évidemment. On a évolué avec la deuxième révolution gazière. Donc, on a 46 communes qui sont desservies. Donc, Bordeaux, toute la partie en haut, vous connaissez peut-être avec le vin, c'est le Médoc, du coup. Et donc, les autres communes de la métropole. On a un peu plus de 3500 km de réseau. Je vais passer rapidement sur les chiffres, vous pouvez lire. Ce que je vais vous expliquer, du coup, c'est que
on est antérieur à des entreprises comme EDF, GDF, Enedis, GRDF, que vous connaissez tous. Ces entreprises-là sont arrivées du coup après la Seconde Guerre mondiale, avec la nationalisation donc, de l'électricité et du gaz qui étaient avant gérées par des régies, donc directement au sein des communes. Et donc Régaz Bordeaux et le maire de l'époque, M. Chaban-Delmas, avaient fait le choix de garder donc, la régie au sein de Bordeaux. Et donc on existe aussi encore avec cette décision politique à l'époque. Je parle d'abord du focus. Il y a d'autres transitions en fait. Mais là, on a loupé la transition. Bon, c'est pas oui, donc pour les entreprises qui font du QSE de manière intégrée et qui souhaitent aller un petit peu plus loin, comme Régaz l'a fait, il existe des solutions. Le focus RSE pour les QSE en est une. Qu'est-ce que c'est? Donc, grosso modo, il y a 4 ans qu'on a développé ce focus RSE pour les QSE. On a été sollicité par pas mal de responsables QSE qui étaient engagés avec AFNOR Certification dans leur 3e, 4e cycle d'audit QSE et qui nous disaient, bon, les auditeurs QSE d'AFNOR Certification sont fabuleux, etc., il n'y a pas de souci, mais parfois, sur certains audits QSE, on aimerait y intégrer encore un petit peu plus de dynamique et on se pose la question d'y plugger de la RSE. Qu'est-ce que vous nous proposez? Bon, sur cette base-là, nous, chefs de produits qui développons des prestations, on s'est dit, bon, il va falloir qu'on réfléchisse à proposer quelque chose de complémentaire à un audit QSE. Et on s'est dit que le focus RSE, ça pouvait être pas mal. Donc, c'est quoi le focus RSE? Le focus RSE, c'est... oui, il y a un guide qui décrit ce qu'est le focus RSE. Je vous invite à le télécharger. C'est gratuit. Et le focus RSE, en gros, c'est un petit complément d'audit qu'on va vous proposer pendant votre audit QSE, donc soit pendant, soit juste après. Et lors de ce petit complément d'audit, on va passer en revue 12 critères RSE qu'on estime fondamentaux et qui sont généralement maîtrisés par une entreprise qui fait du QSE intégré. Et en balayant ces 12 critères RSE fondamentaux-là, on va pouvoir vous donner, à vous, responsables QSE, pendant un audit QSE, une première idée de votre maturité RSE et surtout vous aider à identifier quels sont les points forts qu'il faut pérenniser, c'est-à-dire quels sont les éléments de votre système QSE qu'il faut pérenniser dans le sens d'une démarche RSE et quels sont les points en RSE qu'il faut améliorer ou qu'il faut davantage maîtriser. Et surtout, le focus RSE, il aura un intérêt que moi je vois supérieur à ce que je viens de vous dire, qui est qu'on va vous aider à comprendre opérationnellement comment capitaliser sur tout ce qui est déjà mis en place, les procédures, les processus, le SMI, les manuels, tout ça, pour y plugger de la RSE, et comment stratégiquement vous allez pouvoir intégrer de la RSE à tout ça, et comment opérationnellement vous allez pouvoir déployer tout ça en capitalisant sur vos processus. Parce que l'idée, c'est pas de mener un SMI QSE et une démarche RSE en parallèle. L'idée, c'est de faire vivre les deux. Et en général, en plus, dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles vous travaillez, c'est à vous qu'on va filer la casquette RSE en plus de vos fonctions QSE. Donc, pour vous faire gagner du temps, on a essayé de penser ça de manière intégrée. Et on propose du coup, de manière intégrée, ce focus RSE à l'audit QSE. Voilà, et donc je crois que... Et le focus RSE pour les QSE, si vous obtenez plus de 80 points sur 100, en plus de votre audit QSE, on vous délivre le label engagé RSE niveau progression, qui équivaut au niveau 2 sur 4 de notre label, jusqu'à la fin de votre cycle d'audit QSE. Donc ça peut aussi vous permettre à moyen terme de répondre à certaines attentes de vos parties prenantes sur la RSE, de pouvoir disposer d'un label sur la RSE en complément de votre certificat QSE. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir maintenant le retour de Régaz Bordeaux sur comment ils s'y sont pris, parce qu'ils ont fait le focus RSE, et je crois même que vous êtes allé jusqu'au label. Donc, en effet, on est passé par toutes ces étapes. Je fais une petite frise du coup de l'historique. En 2002, on a notre premier certificat ISO 9001 sur le volet sécurité du réseau, dans le cas des sécurités dépannage.
Et puis en 2016, on commence à réfléchir à introduire davantage d'éléments. Évidemment, le SMQ de l'époque a évolué entre 2002 et 2016. En 2017, on introduit la partie environnement et la partie énergie pour répondre déjà à une partie prenante, mais aussi pour améliorer notre système de management. En 2018, alors on était déjà au HSAS 18001, mais du coup, avec la norme ISO 45001, on a pu basculer et avoir la même structure des 4 normes. Donc la partie ISO 45001 en 2018. Et puis en 2021, on avait déjà des pilotes de processus matures, on avait un système mature, et donc on a fait le choix de partir sur le focus RSE, ce qui nous permettait d'acculturer un petit peu plus aussi nos pilotes de processus, nos correspondants, mais en fin de compte, tout le système, et sans partir de suite sur le label engagé RSE, qui était du coup l'étape vraiment d'après pour nous. Le focus RSE en 2021 donc, a été réalisé pendant l'audit de renouvellement de nos normes, ce qui s'est très bien passé. Et donc à la sortie de ce focus RSE, on s'est challengé en moins de 3 ans, donc pour 2024, d'être sur le label engagé RSE. C'était notre stratégie, notre feuille de route sur les 3 années à venir. Et puis on s'est rendu compte avec le niveau que l'on avait, avec les actions nouvelles, mais les actions aussi passées, la nouvelle structure, on est parti donc sur le label engagé directement. Donc Mélodie a montré les 4 niveaux. Donc nous, on est niveau 3 du coup sur 4. Et la première des choses qui est ressortie en fin de compte à l'évaluation, c'est le principe déjà d'avoir un système de management global. Et rien qu'avec ça, on remportait déjà énormément de points, parce que c'est un système de points. On remportait énormément de points, et ce qui nous a permis donc d'avoir un niveau 3 sur 4, avec on a 612 points. Et là, on est en questionnement. On a fait le renouvellement au bout des 18 mois d'évaluation. Et donc là, on a la prochaine évaluation à nouveau dans 18 mois. Et on réfléchit actuellement, d'ailleurs, savoir si on s'oriente sur le logo avec les 3 étoiles, pas comme l'équipe de France. C'est toujours en travers. Ça fait 1 an. C'est dur. Mais d'avoir le logo, du coup, exemplaire pour montrer aussi à nos parties prenantes, que ce soit en interne, mais aussi en externe. On fait partie d'un groupe, donc aussi au niveau du groupe, de faire monter ces sujets. Pour améliorer toute la thématique. J'ai un peu de temps, du coup, c'est ça? C'était l'organisation, je crois. Voilà. Voilà, très bien. Je prends juste 2-3 minutes après. Monsieur Temps, c'est bon. Parfait. Comment on s'est structuré? Donc, du coup, on avait une cellule qualité assez simple. Nous sommes 2 personnes. De base, moi, je suis animateur qualité. Et puis après, j'ai continué un petit peu mes études pour avancer sur ces sujets. Donc on a structuré de cette manière avec 2 personnes. Au fur et à mesure, la RSE prenant de la place, on a aussi structuré avec une personne qui est arrivée directement au sein du CODIR, donc qui a amené ces sujets. C'était plus moi, ou en tout cas la personne qui était avant moi, qui remontait au CODIR. On avait directement une personne de la cellule qui était en CODIR. Donc ça aussi, ça a permis d'améliorer énormément l'engagement volontaire de la direction, même s'ils étaient évidemment volontaires, parce que comme on l'a pu voir depuis 2002, c'est quand même que ça existe. On avait déjà l'humain au cœur de nos activités. Cette photo n'est pas choisie au hasard. Et donc c'est vraiment, on a voulu continuer là-dedans avec tout l'aspect santé-sécurité évidemment du Code du travail français, de l'ISO 45001 qui vient ajouter un peu plus d'éléments, et avec l'aspect RSE de tout ce qui est la QVT. On a fait des parallèles aussi avec la QSE, par exemple dans nos revues de processus. Alors, je sais que ce n'est pas une exigence à part entière, mais on a intégré toute l'identification et les relations avec les parties prenantes. Et là, du coup, ça venait directement des différentes parties prenantes. Ce n'était plus, nous, un travail de notre côté. C'était un travail avec les différentes équipes et les différents processus qui, eux, ont les relations quotidiennes avec ces parties prenantes. Après, évidemment, faire toujours le travail d'identification complète et de cotation, évidemment, pour la hiérarchisation. Ensuite, on a créé aussi un réseau d'ambassadrices et d'ambassadeurs RSE, un petit peu sur le même modèle que les pilotes et les correspondants de processus, en fin de compte. On s'est appuyé sur différents collèges, différents services pour avoir des relais d'information au niveau de la RSE. Et donc, c'est ce même principe qu'on a pu avoir avec le volet RSE. Et autre sujet, on est une entreprise qui distribue, comme on a pu le voir tout à l'heure, une entreprise qui distribue du gaz. Donc, on sait que pour la planète, on n'est pas les plus vertueux. C'est pour ça aussi qu'on y travaille, qu'on a voulu changer aussi le modèle d'entreprise. On produit davantage de gaz local, renouvelable,
qui est fait grâce à des agriculteurs qui plantent des cultures intermédiaires à vocation énergétique, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui du gaz vert dans notre réseau, ou en tout cas du gaz responsable. Ce gaz est produit localement par des agriculteurs, donc c'était la slide qu'on avait tout avant, du Médoc. Donc au lieu de planter j'ai plus le terme exactement, c'est des cives aujourd'hui dans des cultures intermédiaires à vocation énergétique, ils laissaient reposer la terre, et là du coup ces cultures permettent aussi de reposer la terre. Ils récupèrent ces cultures, les mettent dans des grandes cuves, et ça fait donc de la méthanisation. Ils récupèrent toute la partie liquide pour en faire de l'engrais naturel aujourd'hui. Et donc nous, ça nous représente, là au dernier chiffre que j'avais, en moyenne sur 12 mois, on était à peu près à 5% de gaz vert dans le réseau, juste sur la partie de notre réseau Régaz. C'est-à-dire qu'avant nous, il y a des transporteurs de gaz, GRT Gaz et Terega en l'occurrence. Eux aussi ont des unités de méthanisation au fur et à mesure. En d'autres projets qu'on a pu avoir aussi, c'est sur la station d'épuration des boues. En fin de compte, on récupère aussi pour faire du gaz à nouveau. Et donc là, c'est vraiment de la consommation de déchets ultimes qui est injecté dans notre réseau de distribution aujourd'hui. Voilà un petit peu pour faire le tour sur tout ça. Est-ce qu'il y a des questions ou la suite après XPX30036. Pow. Quel dommage. Mais en fait, le guide du Focus RSE, il reprend la XPX30036 et il la décrypte. La XPX30036, c'est la norme, c'est un guide normatif qui explique à tout responsable QSE comment intégrer les lignes directrices de l'ISO 26000 dans un SMI. Et du coup, le guide du Focus RSE pour les QSE décrypte cette norme. Et sachez que si vous souhaitez aller plus loin aussi sur la partie RSE, intégration de la RSE dans le QSE, etc., au niveau d'AFNOR Compétences, on a développé une très belle solution d'accompagnement, donc de structuration de stratégie RSE et de déploiement de démarches RSE, qui s'appelle Impact RSE, et qu'on peut aussi vous proposer sur mesure en fonction de votre niveau de maturité de départ et de vos objectifs à atteindre aussi. Voilà, je ne sais pas s'il y a des... Est-ce qu'il y a une ou deux questions avant la pause? Oui. Hop, ça arrive. Juste une question là. Par rapport à l'ISO 53001, donc c'est une norme complémentaire de l'ISO 26000 là, qui va sortir et qui va être même qui va sortir en fin d'année, qui sera certifiable en 2025. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Non, effectivement, c'est une norme qui aura pour objectif d'intégrer les ODD, donc les objectifs du développement durable des Nations Unies, de l'agenda 2030. Je ne sais pas si ça vous parle, les 17 ODD. Ce n'est pas une chanson de PNL, c'est Objectifs de développement durable. Et effectivement, c'est un autre grand référentiel international de développement durable, mais qui n'est pas normatif, qui est porté par les Nations Unies et qui fixe un cap à atteindre pour toutes les entreprises et tous les États et toute la société civile et tout le monde à horizon 2030. Et ces 17 objectifs de développement durable-là sont souvent suivis par les entreprises comme cadre pour structurer des stratégies RSE et déployer des démarches. Et effectivement, l'ISO 53001, je crois, va proposer un cadre normatif, un système de management, en fait, ce sera une norme de système de management, pour intégrer les ODD à une stratégie d'entreprise et une démarche RSE. Pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas exactement quand elle sera publiée et je ne sais pas exactement comment elle sera, de quoi elle sera structurée. Parce qu'aujourd'hui, la mode chez AFNOR Normalisation, c'est de développer des normes hybrides qui mêlent exigences et lignes directrices. Et donc à évaluer et à auditer par un tiers indépendant, ça nécessite un complément de développement de référentiel. On ne peut pas auditer en l'état la norme 53001. Donc on verra comment on procédera si jamais elle est certifiable. Merci. Parce qu'on a une question à distance, je pense qu'elle est pour Arnaud. Quelle a été la difficulté majeure rencontrée pour l'intégration de la RSE à votre SMQSE?
Je reste dans la lumière. La plus grande difficulté, et on l'a encore aujourd'hui, c'est la conduite du changement, mais c'est comme tout projet. En partant du principe, on arrive sur un peu la thématique qui a été abordée ce matin. C'est ridicule de partir là-dedans. Nous, on fournit du gaz, c'est bon. Et puis après, on arrive sur des ateliers comme la fresque du climat, et on en a quelques-uns qui prennent conscience un petit peu que il faut aussi qu'on change nos habitudes. Et puis, ça devient un peu plus évident chaque jour. Alors évidemment, on est 265 collaborateurs aujourd'hui. Je ne dis pas que les 265 sont convaincus totalement. Mais en tout cas, on y contribue par différentes actions. On a mis en place des ateliers, des gaziers, qu'on appelle ça, nous. C'est des ateliers en fait, d'acculturation à tous ces sujets avec des intervenants en interne ou externe. Et tout le monde peut venir du coup, à ces ateliers de nos collaborateurs. On a aussi, dans la partie changement, on a intégré davantage la reconnaissance de tous ces métiers, les métiers dits de terrain. Comme on l'a vu la photo juste avant, c'est un de nos agents indirectement qui est sur le réseau, qui est en train de travailler sur une maintenance de poste. Ça, il n'y avait pas ces photothèques avant. Donc aujourd'hui, avec tous les outils que l'on peut avoir, et on revient avec le digital, on a pu améliorer tout ça. Et donc reconnaître un petit peu plus les humains au fur et à mesure dans leur travail. Et ça permet d'avancer dans la conduite du changement. Donc voilà, le plus dur pour moi, pour revenir, pour synthétiser, c'est la conduite du changement. Donc ça passe par de la pédagogie, de la répétition. Parfois, je répète la même chose à 10 services différents dans la même journée, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ça, c'est qu'on y trouve du sens et du plaisir, en tout cas, essayer de faire évoluer les choses, et en tout cas dans le bon sens.